Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pourtant, voici les 2 meilleurs animés à aujourd'hui et le classement devrait convenir à tout le monde. Sinon, on devra se rejoindre sur le fait que les animés font maintenant partie de la culture et certains personnages comme Sangoku et ses transformations sont devenus des icônes reconnues dans le monde entier. Numéro 1, Attack on Titan. Eren Yeager, alors un petit garçon d'environ 13 ans, mène une existence paisible avec ses parents et sa sœur adoptive Mikasa à Shiganshina, une ville aux abords du mur Maria. Mais malheureusement, alors que les humains n'ont pas aperçu de titans aux abords du district depuis plus d'un siècle, la ville est attaquée par un titan de 60 mètres qui ouvre une brèche dans le mur contre la ville. Des titans se déversent alors dans les rues, dévorant tous les humains qu'ils croisent. Eren et Mikasa sont témoins de la mort de leur mère qui se fait dévorer sous leurs yeux. Un titan cuirassé fait à son tour son apparition et perce le mur Maria, permettant au titan d'envahir tout l'espace compris entre les murs Rose et Maria. Eren et Mikasa réussissent tout de même à s'enfuir de la ville avant qu'il ne soit trop tard, avec leur ami Armin. Le père d'Eren, qui était absent de la ville ce jour-là, est porté disparu. Il apparaît cependant à Eren dans la nuit et lui confie la clé du sous-sol de leur maison, qui contiendrait soi-disant des informations essentielles sur les titans. Suite à cette journée funeste, Eren décide de se venger et jure de tuer tous les titans jusqu'au dernier en intégrant l'armée, et plus précisément le bataillon d'exploration. Numéro 2, One Punch Man. Saitama est un jeune homme sans emploi, déprimé et sans but profond dans sa vie. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon avec un menton fendu comme un cul, selon ses termes. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans très sérieusement. Sans pompe, sans squat, sans abdos et 10 km de course au quotidien, et il n'y a pas de conditions de chauffage ni de climatisation. À la fin de son entraînement si intense qu'il en perd ses cheveux, il remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Sa force démesurée est pour lui source de problèmes puisqu'il ne trouve pas d'adversaire à sa taille et s'ennuie dans son métier de héros car les combats ne lui procurent plus aucune sensation ni aucune adrénaline. Bien qu'il ait mis un terme à un bon nombre de menaces, toutes plus dangereuses les unes que les autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à l'exception de son ami et disciple Genos, un jeune homme devenu cyborg. Numéro 3, Fate Zero. L'histoire prend place 10 ans avant les événements de Fate Stay Night. Durant la guerre du Saint Graal, 7 grands mages masters nommés par le Saint Graal vont invoquer 7 esprits mythiques, des servants, afin de se livrer une lutte acharnée jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Après 3 guerres infructueuses, le combat est sur le point de reprendre pour la 4e fois, et les mages s'empressent de rejoindre Fuyuki, le champ de bataille, chacun priant pour la victoire. En effet, le Saint Graal offrira au vainqueur la possibilité d'exaucer son vœu le plus cher. Parmi ces 7 masters, l'un d'entre eux, Kirei Kotomin, ne semble montrer aucune détermination pour acquérir ce Saint Graal, tandis qu'à l'opposé, Kiritsugu Emiya se bat de toutes ses forces pour l'obtenir. La rivalité entre ces 2 hommes, ainsi que le déroulement des différentes luttes entre masters et servants, constitue le cœur du récit. Cette histoire retrace la vérité sur la 4e guerre du Saint Graal qui a eu lieu 10 ans avant celle du célèbre jeu vidéo Fate Stay Night, où elle avait déjà été présentée par fragments. Lumière sera faite sur le combat qui a impliqué Kiritsugu Emiya, le père adoptif de Shiro, et héros de cette histoire. Tokiomi Tosaka, le père de Rin, et le jeune Kirei Kotomin, principal antagoniste. Numéro 4, Full Metal Alchemist Brotherhood. Dans le pays d'Amestris, pays où l'alchimie est élevée au rang de science universelle, 2 frères, Edward et Alphonse Elric, parcourent le pays à la recherche de la légendaire pierre philosophale. Leur père les a quittés et leur mère, Trisha Elric, meurt quelques années plus tard d'une maladie, laissant ses 2 jeunes enfants derrière elle. Quelque temps plus tard, les 2 frères tentent de la faire revenir grâce à l'alchimie, bravant la loi qui interdit formellement la transmutation humaine. Ils en payeront le prix fort. Edward, l'aîné, perdra sa jambe gauche, son petit frère, son corps tout entier. Ed sacrifiera son bras droit en scellant l'âme de son petit frère Alphonse dans une armure. Edward décide de s'engager dans l'armée à l'âge de 12 ans en tant qu'alchimiste d'État, réussit l'examen haut la main et obtient son nom d'alchimiste, Full Metal.
Aidés du statut d'alchimiste d'état d'Edward, les deux frères chercheront, au péril de leur vie, la pierre qui leur rendra ce qu'ils ont perdu. Mais le secret de la pierre philosophale est bien gardé. Numéro 5, Vinland Saga. Mêlant personnages et événements historiques avec de nombreux éléments fictifs, Vinland Saga est le récit de la vie d'un jeune Islandais, Thorfinn Thorsson. Ce fils d'un illustre guerrier repenti verra sa vie basculer lorsque son père est assassiné par des pirates menés par le rusé Askeladd. Animé par la vengeance, Thorfinn suivra puis intégrera cette bande avec le désir affiché de tuer dans un duel loyal l'assassin de son père. La quête vengeresse de Thorfinn est le fil rouge du prologue de l'histoire, tome 1 à 8. Elle le mènera notamment à participer à l'invasion de l'Angleterre par les Danois au début du XIe siècle. Cette partie de l'histoire traite avec brio de sujets divers tels que la guerre, la politique, la religion et brosse un portrait convaincant et humain de la vie quotidienne des populations victimes de la guerre, mais aussi et surtout des guerriers, bien loin des clichés véhiculés habituellement par les Vikings. À partir du tome 8 débute le deuxième arc de l'histoire. L'action quitte les champs de bataille anglais pour s'établir dans une propriété agricole d'Europe du Nord, tandis que le thème de la guerre fait place à celui de la rédemption. Numéro 6, Jojo's Bizarre Adventures. En Angleterre, dans les années 1880, Jonathan, fils unique de la famille aristocrate Joestar, s'efforce de devenir un gentleman accompli. Son quotidien est bouleversé par l'adoption de Dio Brando, un jeune homme mystérieux du même âge. Cette adoption résulte d'une vieille promesse liant leurs pères respectifs. Dario a sauvé la vie de George Joestar dans le passé et lui demande, sur son lit de mort, de recueillir son fils. Mais Dio est fourbe, ambitieux et sans scrupules. Il fera tout pour s'emparer de la fortune des Joestar et détruire la vie de Jonathan. Leur lutte fratricide va les mener dans les recoins les plus sombres de la magie noire et se perpétuer de génération en génération comme une malédiction. Retrouvez également le deuxième arc de la saga Jojo Battle Tendency. Suivez le petit-fils de Jonathan, Joseph Joestar, à New York et revivez toute son aventure sur ADN. Numéro 7, Mob Psycho. L'histoire suit Kageyama Shigeo, un élève de 4e possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Cependant, il s'est lentement refusé d'exercer ses capacités en public car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux humains normaux. Aujourd'hui, la seule et unique chose qu'il désire est de sortir avec une fille de son collège, Tsubomi. Avec son mentor, qui ne possède aucun pouvoir, il continue de vivre paisiblement en essayant de réaliser son but. Numéro 8, Kill la Kill. Nous découvrons une jeune fille de 17 ans, Ryuko Matoi, qui arrive dans une ville japonaise. Elle se balade avec une étrange mallette dans le dos qui contient une moitié d'une paire de ciseaux. Arrivant par les bidonvilles, elle est la cible de quelques pickpockets. Après les avoir corrigés, elle se renseigne sur la ville qui est apparemment sous le joug d'une dictature. C'est au sein de l'académie Onoji que l'on retrouve la présidente du conseil des élèves et meneuse du mouvement totalitaire, Satsuki Kiryoin. Matoi décide de s'inscrire à l'académie et de défier la présidente afin qu'elle lui en dise plus sur la mort de son père et pour retrouver son assassin, le détenteur de la seconde moitié de la paire de ciseaux, appelé lorsque les deux moitiés sont réunies, le Snippety Snips. N'étant pas de taille, elle se sauve dans son ancienne maison calcinée et retrouve dans les décombres un uniforme. Celui-ci est spécial car il parle mais lui permet également de gagner en force. C'est alors que Matoi décide de tout faire pour battre la présidente. Numéro 9, Tokyo Ghoul. Dans la ville de Tokyo, des créatures nommées ghouls sont apparues et se nourrissent de chair humaine pour survivre. Un jour, Ken Kaneki, jeune étudiant, se fait attaquer par l'une d'entre elles et subit une grave blessure. Pour rester en vie, il reçoit une greffe de la ghoul qui l'a attaqué et devint un hybride. Mi-humain, mi-ghoul, borgne artificielle. Rapidement, il se rend compte qu'il ne peut plus manger les mêmes aliments qu'auparavant. Il entre alors au service du café L'Antique, un repère de ghouls où il apprend à se nourrir sans faire de mal aux humains. Mais il va bien vite se retrouver au cœur d'une guerre sanglante entre le CCG, le centre de contrôle des ghouls, déterminé à retrouver et exterminer celle-ci jusqu'à la dernière, et l'arbre Aogiri, une organisation de ghouls sans merci. Il découvre que les ghouls ne sont pas si différentes des humains, et peu à peu, il va commencer à s'adapter. Numéro 10, Sword of the Stranger.
Le récit de Sword of the Stranger se déroule dans le Japon de l'ère Sengoku, en pleine période de guerre civile. Un ronin sans nom sauve un jeune orphelin Kotaro et son chien Tobimaru lors d'un incendie. Pendant ce temps, une mystérieuse milice venue de Chine recherche Kotaro dans le but de l'utiliser pour accomplir un rituel occulte procurant la vie éternelle. Parmi eux se trouve Luo Lang, un bretteur émérite assoiffé de combat aux ordres de seigneur de guerre Bai Luan. Kotaro engage alors le ronin sans nom comme garde du corps en échange d'une pierre précieuse qu'un moine lui a donnée, et ils décident de faire route ensemble. À partir de cet instant, leurs destins vont être inexorablement liés. Débute alors une émouvante histoire d'amitié entre deux individus ayant connu de nombreuses tragédies dans leur vie personnelle, un samouraï sans maître et sans nom qui a juré de ne jamais retoucher à un sabre, et un jeune garçon qui a perdu ses parents.